j'habitais à Palm Beach, Jupiter. C'est un endroit où il y a vraiment toutes les stars américaines. Nos voisins, c'était Michael Jordan, Tiger Sympa. Woods, Serena Williams, Céline Dion. Et il me dit qu'est-ce que tu fais là? Donc je dois demander ta carte d'identité. Et j'avais pas encore ma carte de travailleur de l'université. Je lui dis je suis chercheur, je suis professeur ici. Le mec il me dit bon bah on va faire un contrôle parce que je te crois pas parce que j'étais jeune. Des choses qui n'expliquent pas. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Il y a des choses des événements dans la vie où les médecins ont été bouche bée et ne savaient pas répondre pourquoi ni A plus B. Il faut savoir que les médecins ne savent pas tout. Je vais prendre l'exemple de l'Advil, enfin l'ibuprofène, que presque tout le monde utilise aux États-Unis. L'ibuprofène, c'est à peu près 16 000 morts par an. Le vaccin, c'était pas 16 000 morts par an. Enfin, c'était la première opération où on rentrait à Gaza depuis le désengagement de Gaza en 2005. Et mes soldats, ils me demandaient ni de gilet pare-balles, ni plus de nourriture, ni plus d'eau. Ils voulaient tous un tzitzit. Même Et les religieux, pas religieux, si j'ai su le faire, il n'y a pas de raison que d'autres ne puissent pas le faire. Faut y aller quoi. Salut à tous et bienvenue sur TorahBox. Aujourd'hui, on reçoit Raphaël Benamou. Il a à peine 37 ans, mais pourtant, il est déjà professeur, chercheur en Israël, spécialisé dans le développement de nouveaux traitements et médicaments, notamment contre le cancer. On va revenir avec lui sur son parcours impressionnant. Il va nous raconter sa jeunesse en France, son alias, son passage par l'armée israélienne où il a été parachutiste. Il va aussi nous raconter son expérience pendant la guerre à Gaza. Et les amis, aujourd'hui, c'est le 10e épisode de Panim El Panim. Alors, un grand merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux sur TorahBox. Vos retours, vos messages et vos commentaires, on les lit tous après l'émission. Et c'est grâce à vous qu'on continue à faire grandir cette émission et à avoir la possibilité de recevoir des invités incroyables. La dernière émission avec le Rav Ben Chitrit vous a beaucoup touché. Si jamais vous l'avez raté ou si jamais vous voulez la revoir, on vous met le lien en description, ainsi que les anciennes émissions. Et on est aussi sur Spotify pour ceux qui préfèrent écouter l'émission en podcast, en voiture ou ailleurs. On vous met aussi ce lien en description. Prenez s'il vous plaît 2 petites secondes pour liker cette vidéo et nous dire en commentaire ce que vous en pensez, ça nous booste vraiment. Alors maintenant, c'est parti pour ce 10e épisode de Panim El Panim avec Raphaël Benamou. Raphaël, bienvenue sur TorahBox. Merci. On est très content de te recevoir ici. Alors, le concept de l'émission, c'est recevoir des personnes avec un parcours hors du commun. Le tien, il est vraiment hors du commun. On va le dire, on va le raconter. Juste avant de commencer l'émission, on a dit que tu étais professeur et chercheur. Ça veut dire quoi être chercheur? Alors déjà, professeur, pour introduire, je suis professeur à la fac de médecine de l'Université de Jérusalem. Là-bas, j'ai un labo de recherche où on développe des nouvelles méthodes pour pouvoir guérir et des nouveaux traitements pour plusieurs maladies. Et ensuite, donc, je suis aussi professeur, donc je donne des cours à la fac de médecine. Plus précisément, je donne des cours à l'école de pharmacie où j'ai entre 100 et 200 élèves dans des amphithéâtres où je dois donner chaque semestre des cours pour former les prochains médecins ou les prochains pharmaciens d'Israël. Donc, tu es professeur et tu es aussi chercheur donc, pour trouver des traitements contre les maladies. De quelles maladies on parle? Alors, dans mon labo à moi, donc en dehors d'être professeur, dans mon labo à moi de recherche, j'ai des étudiants et des employés qui développent chacun selon son projet des traitements pour des maladies diverses. Ça commence par le cancer, mais aussi les maladies infectieuses, maladies génétiques, les maladies orphelines. On parle aussi de maladies neurodégénératives, Alzheimer, ALS. On a un panel très divers de c'est assez différentes poussé. maladies. Il est assez large le panel là. Ouais, chaque étudiant a son domaine à lui, avec plusieurs maladies qu'il peut avoir. Et on développe en parallèle plusieurs stratégies pour pouvoir développer des nouvelles méthodes. Eux, ils appliquent les idées que je leur donne, et en général avec des thèmes bien différents pour chaque élève. On va commencer à parler de ton parcours de vie. Tu es né en France le 20 octobre 1987, voilà, pour être précis, à Paris. Tu vis dans une famille traditionnaliste et tu vas avoir dans ta famille une figure marquante qui, malgré que le fait, tu grandis dans un environnement traditionnaliste, une figure marquante dans ta famille, ton grand-père, qui s'appelait Jacques Yitzhak, je crois que tu portes ton prénom, si je ne me trompe pas, Ouais. et qui va beaucoup influencer ta vie. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Alors, mon grand-père, c'est quelqu'un que je porte avec moi tous les jours. Déjà, je porte son prénom. Mais depuis mon enfance, j'ai grandi, on habitait dans la même ville, donc on habitait Nogent-le-Péreux. Et en fait, mon grand-père, j'étais très souvent chez lui. Quand j'étais petit, je dormais chez lui. Et tous les Shabbats, j'étais chez lui. Pour vous dire, même à ce point-là, c'est que j'étais tellement proche de mon grand-père que ma grand-mère me laissait sa place dans le lit pour que je puisse dormir avec mon grand-père quand j'étais jeune. Et j'allais tous les Shabbats avec mon grand-père à la synagogue.
Et mon grand-père, c'était mon personnage référence qui m'a suivi toute ma vie et qui me suit encore. Je porte son prénom, mais en vrai, c'est pas que pour moi, mais c'est aussi pour notre entourage et notre famille à nous, que notre grand-père était un point de référence ou une boussole qui nous permettait de nous orienter, de savoir quel bon chemin prendre. Et bien qu'il ne soit plus là, j'ai toujours son accompagnement parce que je sais qu'est-ce qu'il a amené, dans quelle droiture il était, comment il a aidé les gens. C'est quelqu'un qui est arrivé de Colombéchar. Il est arrivé de Colombéchar, il avait prévu à l'avance. En Algérie. C'est en Algérie. Décidément, Colombéchar, on parle que de cette ville en ce moment sur Torah Box. On en a parlé avec le Raven Chitrit. Colombéchar, c'est bon. Déjà, Colombéchar, on en parle beaucoup avec Binyamin Benamoud. Ouais, c'est ça. Comme Binyamin, c'est mon cousin, donc ça Alors marche. justement, je comptais le dire. Binyamin Benamoud, donc le directeur de Torah Box, c'est ton cousin, et donc vous avez ce grand-père en commun tous les deux. Exactement. Lui-même m'a dit récemment, parce que c'était la Ascara de ton grand-père il y a quelques jours, au moment où on enregistre, il avait dit que Torah Box n'existerait sûrement pas s'il n'y avait pas eu cette influence, lui aussi, surtout de ton grand-père, quoi. Ouais, en fait, notre grand-père, il avait une force incroyable, c'est que rien ne le déséquilibrait. L'exemple phare, c'est comment on passait Shabbat. Donc, on vient d'une famille traditionnaliste. Malheureusement, les Juifs qui sont venus d'Algérie, du Nord, les Juifs maghrébins, ils sont revenus en France. Il y a eu une Yeridat Adorot, c'est-à-dire que les gens sont devenus moins en moins pratiquants. Et mon grand-père, dans la pratique, ça n'a jamais, descendu, que évolué. Donc, il voulait toujours s'améliorer. Mais par contre, les enfants, nos parents à nous, les enfants de mon grand-père, donc là-bas, on est traditionnaliste. À part le kidouche, on faisait le kidouche, on faisait le Shabbat, mais on faisait pas le Shabbat en lui-même. Donc, il y avait la télé à la maison, mais lui, rien du tout. C'est ça, il recevait toute sa famille à table. Certains regardaient la télé sous ses yeux. Seul pratiquant dans la famille, très tolérant avec son entourage. Il incarnait un judaïsme positif et ouvert. Ouvert, tolérance. La tolérance, c'était le mot qu'il incarnait le plus. Il avait même sa façon de faire, elle était tellement agréable qu'il nous demandait sévère panimi à faute, c'est-à-dire qu'il nous demandait tellement gentiment et on avait l'impression qu'on le dérangeait. Est-ce que vous pouvez vous remettre à table juste pour qu'il y ait trois, pour qu'on fasse Zimoun, des choses que pour nous c'était incroyable alors qu'on regardait la télé. Donc lui, il est à table, la télé était dans l'autre pièce, il nous demandait de revenir et il nous disait s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir. Il passait comme si de rien n'était, mais il regardait ni l'un dans l'autre, il allait, il étudiait, il retournait dans sa chambre. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment une boussole pour nous, un exemple. Et c'était un exemple pas que pour notre famille, parce que les gens qui le connaissaient et qui le côtoyaient, c'était aussi pour eux. C'est lui qui a créé la synagogue du Péreux. À Colombéchar, c'était quelqu'un d'important. Il a d'ailleurs reçu à Colombéchar pour son travail, il était le président de la chambre de commerce de Colombéchar. Et pour son travail, il a reçu la Légion d'honneur. Il a aidé énormément de gens. Donc, c'était vraiment quelqu'un d'important pour notre famille et pour les gens qui étaient autour de notre famille, les amis proches, les familles Benita, Amselem, Torjman, Abissira, bien sûr. Ils peuvent attester de la droiture et de l'engagement qu'avait mon grand-père pour la Torah et son attachement qu'il avait à Hachem. C'était quelque chose qui nous a marqué, qui continue de nous marquer. C'est grâce à ça que les petits-enfants aujourd'hui, de toute notre famille, alors que nos parents n'étaient pas religieux. Alors justement, on va en parler. C'est un phénomène qu'on a beaucoup vu dans les années 80, plus 90, j'ai envie de dire, où on va avoir un grand-père, des grands-parents religieux, ensuite les parents, donc nos parents qui vont venir en France, qui vont être traditionnalistes. Et à partir des enfants, ça va repartir. C'est-à-dire que les enfants vont faire un élan de tchouva qui vont ramener les parents sur le chemin de la Torah. C'est un truc qu'on voit beaucoup, qu'on a vu chez toi. J'ai entendu qu'à partir de 13 ans, tu as commencé à changer un peu les choses, prendre des choses sur toi. Est-ce que tu nous racontais un peu ton process de tchouva? Et alors, les 13 ans, j'ai fait ma bar mitzvah. Ma bar mitzvah, donc, je suis une famille traditionnaliste. On ne faisait pas Shabbat, pas trop à part le kidouche et la cache-route à la maison. C'était light, la cache-route même. On faisait pas grand-chose. Mais bon, j'avais vraiment, comme du fait que j'avais mon grand-père qui était tout le temps religieux et que c'est quelqu'un qui a importé beaucoup pour moi, je me suis posé des questions à partir de 13 ans. Donc, j'ai fait ma bar mitzvah. L'année d'après, je me suis dit, c'est pas possible que je croie en Hachem et que je fasse rien pour Hachem. Hachem, il me demande de faire des choses. À 13 ans, c'est beau il m'a donné un manuel de vie et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas croire en Hachem. J'aime pas le fait d'être antithétique avec moi-même, c'est quelque chose qui me dérangeait. Et donc, en fait, je me suis posé la question, si je crois en Hachem, je dois faire tout ce qu'il me demande, je dois le faire. Donc, l'année d'après, à mes 14 ans, j'ai décidé de faire Shabbat.
L'année d'après, j'ai commencé à mettre mes téfilines et je me suis dit que chaque année, je vais essayer d'évoluer petit à petit en me rajoutant quelque chose, mais tout le temps en essayant d'évoluer vers le haut et pas vers le bas, ni d'être stable, de toujours m'essayer de m'améliorer pour pouvoir me rapprocher du désir d'Hachem, d'accomplir les mitzvot et de rendre ce monde adéquat C'est à assez la mature de vision faire ça d'Hachem. à l'âge de 13 ans, ou l'âge où en général notre tête va partir plus dans un sens pour Ouais, libérer. je suis d'accord, mais en fait, moi j'étais quelqu'un d'assez mature assez rapidement. Je viens d'une famille de parents divorcés, j'étais l'aîné, donc aussi Forger, voilà. ça peut influencer un caractère. Et en étant l'aîné, avoir mon grand-père et mes parents aussi, mes parents, ils ont tout de suite adhéré à le fait que je fasse Shabbat, que je mette mes téfilines. Tout de suite, ils ont adhéré, ils m'ont aidé. euh, Parce qu'on baignait quand même dans cet environnement de la tradition, ça a été facile pour moi de le faire. C'est pas non plus, ça n'a pas non plus été un parcours du combattant. Oui, le fait de rajouter à chaque fois une petite chose, mais donc, qu'on va tenir et qui va nous faire évoluer. exactement. Et en fait, ce que tu as dit, c'est ça, c'est que les petits, et nous, chez nous, dans notre famille, c'est vraiment le cas, c'est que les petits-enfants, tous les petits-enfants aujourd'hui de notre famille, ils font Shabbat. Et après, et les parents, ils ont commencé à faire Shabbat, dans certains cas, après les petits-enfants. Wow. Et donc, c'est venu en fait à l'envers, au lieu que pendant des années et des années, c'est les parents qui transmettent aux enfants la religion, comment pratiquer, les mitzvot, la Havat Hashem. Et ben, en fait, c'est venu un peu à l'inverse. Et c'est le cas de énormément de gens Exactement, qui sont partis du Maghreb. Et où les petits-enfants, aujourd'hui, on a énormément de cas où les petits-enfants sont religieux et des fois, les parents suivent les petits-enfants parce qu'ils ils font Shabbat, donc ils vont faire Shabbat avec eux et ça emmène tout le monde. On va continuer à parler de ton évolution dans tes études. Avant d'arriver au bac, j'ai vu que quand tu étais jeune, tu étais plus Nintendo que chimiste. On se rappelle de ces caisses de chimistes. On aurait pu penser qu'aujourd'hui, un professeur-chercheur était passionné depuis le début, mais tu étais plus en mode Nintendo, Ah ouais. comme tous les enfants, quoi, j'ai envie de dire. Nintendo, PlayStation, à tout va, football, on jouait au foot tout le temps, on jouait avec mes frères. Ouais, j'ai pas du tout chimiste. Bon, j'étais un enfant comme tout le monde. Hein, j'ai pas En de- parlant de football, j'ai une intrigue parce qu'on m'a dit que tu étais supporter de Marseille. Je me suis Ouais. dit comment à l'âge quel âge tu avais pour pouvoir aimer Marseille à cette époque-là. Marseille, c'était plus trop l'équipe. Alors, moi, je suis né en 87, donc Marseille, la grande époque de Marseille, c'est 93. T'es un 87-93. peu jeune quand même. J'étais un peu jeune, mais en fait, j'ai baigné avec mon cousin, qui est aussi Donc supporter c'est lui de le l'OM. responsable, ouais. Il est un petit peu responsable de ça. Et donc, toute la famille, enfin, mes frères et moi aussi, on a grandi avec l'Olympique de Marseille. Et petite anecdote, hier, j'ai quelqu'un qui m'appelle pour me vendre quelque chose. Et je vois que c'est un Français, il commence à me parler en français. Après, il m'envoie un message sur WhatsApp et je vois sur son message, c'est un Français, 50 ans à peu près. Et il est avec le maillot de Marseille, Mordechai. Et je lui dis, mais quoi, t'es supporter de l'OM? Il me dit, ouais, bon, alors moi, le matin, je vais au collège, tout ça. Mais par contre, moi, j'ai mon match de l'OM tous les soirs, le week-end. Je peux pas rater mon match de l'OM. Et je lui dis, mais t'es de Marseille? Il me dit, mais pas du tout. Moi, je suis de Paris parce que nous aussi, nous sommes de Paris. Et donc, il dit, C'est un ouais, phénomène on n'arrivera jamais à expliquer, là, les ouais, on supporters peut de pas. Marseille qui habitent Paris. Ça peut exister que pour les supporters de Ouais. Marseille. C'est-à-dire que ça peut pas exister chez les autres. Alors, tu vas donc continuer ton parcours de scolarité normale jusqu'au bac. Le lendemain du bac, tu décides de partir en Israël, de faire ta Aliyah. Exactement. J'ai fait mon bac. J'ai eu le bac, les résultats du bac le 7 juillet 2005. Le 11 juillet, j'étais dans l'avion. D'accord. C'était déjà prévu. T'as pas Même perdu de temps. avant, j'avais déjà prévenu mes parents que quoi qu'il arrive, j'allais faire mon alia. Donc, tu pars seul en Israël. Non, je pars. Ma mère aussi Donc, part ta avec maman moi part avec toi. et mes deux frères Et tes aussi. deux frères. On part en Israël et je commence directement en Israël où je rentre dans un programme de Mechina. Alors, Mechina, on va expliquer pour ceux qui ne connaissent pas en France. Mechina, c'est que quand on a le baccalauréat en France, on arrive en Israël, on veut faire des études, il nous faut une année d'adaptation, de remise à niveau, de la langue évidemment, Exactement. mais aussi de la remise à niveau par rapport aux études. Donc, tu fais une année de Mechina pour préparer ça. Et ensuite, tu décides de rentrer à l'armée, mais chose surprenante, on va te dire non, on ne peut pas te prendre parce que tu n'es pas israélien. Ouais. C'est ça? Alors, pas exactement. J'étais israélien, j'avais une Théodore Zéhout et Une Théodate Zéhout, c'est une pièce d'identité, excuse-moi de Oui, traduire à oui, chaque fois pour ceux qui ne oui. connaissent pas, c'est la pièce d'identité israélienne, Voilà. mais à la différence de la pièce d'identité française, en Israël, tout marche avec la Théodate Zéhout, donc la pièce d'identité, tout marche, que ce soit la banque, le travail, quand on va Sécurité chez le médecin, sociale, tout passe par le numéro de Théodate Zéhout, et là on va te dire, t'as pas de numéro de Théodate Zéhout ou il est Et donc, pas... en fait, je finis mon année de Mechina, donc je veux aussi répéter l'importance d'arriver dans un système quand on monte en Aliyah, d'importance d'avoir fait ça en Israël.
quand on arrive en Israël, d'avoir l'importance d'un cadre et d'être encadré dans des parcours où on puisse avoir aussi des gens qui sont autour de nous. C'est très, très important. Et ensuite, donc, je finis mon année de préparation de Mechina au bout d'un an. Et je voulais, dans ma tête, je me suis dit, si j'arrive en Israël, c'est pour faire comme les Israéliens. Je veux pas être différent des autres, donc je veux faire l'armée. Donc je les appelle. J'ai fini mon année de préparation en juin et je les appelle en juillet, en août. Vraiment, c'est une galère de les avoir, très compliqué. À la fin, je les ai et ils me disent, bon, bah, t'es pas dans nos dossiers, t'es pas marqué. Ton numéro d'identité n'est pas inscrit dans nos dossiers. Je lui dis, mais c'est pas possible. Ça fait déjà un an que je suis en Israël. Je suis israélien, j'ai ma Teudat Zéhout. Et pourquoi vous me prenez pas? Il dit, bah, t'es pas inscrit. Donc il me dit, il faut que tu ailles le voir au ministère de l'Intérieur, Misrad Apnim. Je vais au ministère de l'Intérieur, il me dit, il y a une erreur. Il y a quelque chose qui va pas dans ton dossier. Ton numéro d'identité, il est pas bon. Il est pas bon. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu besoin de me changer de numéro d'identité. Donc je suis une des seules personnes en Israël à avoir 2 numéros d'identité. Mais les deux ne fonctionnent pas, quoi. Non, l'une a été retirée. Elle est collector, tu la gardes de côté. Collector, voilà. Et j'ai toujours le numéro, mais je ne peux plus l'utiliser. Et donc ils m'ont donné un nouveau numéro d'identité. Je suis directement allé à l'armée. C'était en décembre. Et ils me disent, et je leur dis, moi je veux rentrer au plus vite. En décembre, je fais mon premier rendez-vous où ils font tous les tests. Et en janvier, il me dit parfait, bon, tu rentres à l'armée en février. Donc tu vas entrer dans les paras, tu vas être parachutiste à l'armée, et tu vas aussi faire la guerre à Gaza, donc la fameuse guerre de Plomb Durci, l'opération de Plomb Durci en 2008, si je ne me trompe pas. Ouais, fin 2008. On a entendu beaucoup d'histoires sur cette guerre Plomb Durci, notamment la fameuse histoire de Rachel Emino qui est venue sauver des soldats. Toi qui es à l'intérieur de Gaza, parce que souvent on entend des histoires, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas entendu cette histoire, on vous met le lien en description, un lien Torah Box qui raconte, voilà, le Khayal, le soldat raconte son histoire. Mais toi, de l'intérieur, est-ce que tu as entendu, vécu ce style d'histoire? Alors non, moi j'ai pas vécu ce style d'histoire, mais j'ai entendu moi aussi de l'intérieur des gens qui ont dit, mais c'était pas dans la même région, j'étais entré dans la bande. Tu l'as pas entendu aux infos, tu l'as entendu quand Non, j'ai entendu Gaza, des gens mais c'était un plus une rumeur plus que quelqu'un qui me l'a dit, j'ai vu Rachel Emeno, mais oui, je l'ai entendu quand je suis sorti de la bande de Gaza. Donc oui, c'était en fin 2008 et on rentre et je suis 3 semaines, on est 3 semaines, l'opération elle dure 3 semaines, on est les premiers d'ailleurs, on est les premiers, la première unité à rentrer officiellement, c'est nous qui avons cassé la barrière pour pouvoir rentrer, on rentre par la mer. Et c'était la première fois, c'était la première opération où on rentrait à Gaza depuis le désengagement de Gaza en 2005. Et donc, on était les premiers. Je suis resté 3 semaines là-bas. J'étais chef d'une équipe de 30 soldats. Et on est resté 3 semaines jusqu'à la fin, du début à la fin, on était dans la bande de Gaza. Malheureusement, on peut vivre en Israël des périodes difficiles où voilà, on va avoir des confrontations religieuses par religieux. Mais on remarque que quand les soldats rentrent à Gaza, rentrent en guerre, à l'intérieur, ça n'existe pas, tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce J'ai vécu? une anecdote. Mes soldats, donc en fait, quand on était en préparation, c'est quelque chose aussi que j'ai entendu maintenant pour la guerre. Du 7 octobre. Du 7 octobre, depuis qu'on est en guerre. Donc c'est des histoires que j'ai aussi entendues. Une des choses les plus importantes qu'ils me demandaient, donc c'est mes soldats, ils me demandaient ni de gilet pare-balles, ni plus de balles, ni plus de nourriture, ni plus d'eau. Ils voulaient tous un tzitzit. Même les non religieux, pas religieux, les gens avec des tatouages. Comment t'expliques ça, que quelqu'un qui est non religieux va vouloir avoir un objet religieux? Je pense que c'est une question d'âme ou de se dire qu'il va avoir une protection divine, quelque chose qui est au-dessus de lui, qui puisse le protéger, au-dessus du matériel qu'il peut avoir et qui se dit, bon, bah ça, j'ai une façon de pouvoir influencer sur le matériel, donc je vais mettre mon gilet pare-balles. Mais avoir un tzitzit, c'est quelque chose de spirituel, donc c'est une force qu'il veut rajouter sur lui-même pour se dire, bon, je vais avoir une protection un peu divine, spirituelle, pour pouvoir passer ce moment-là. Aujourd'hui, on sait que les soldats, quand ils partent en guerre, ils partent pas avec leur téléphone portable. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Pourtant, toi, tu vas trouver un moyen d'appeler ta mère à Gaza. Est-ce que tu veux nous raconter? Ouais, c'est vrai, c'est le cas. C'est que c'est un moment, on est à peu près une vingtaine de jours, c'était à la fin de la période où on est dans Gaza. Et on rentre dans une maison et je vois à ce moment-là, on rentre, donc on nettoie la maison pour vérifier qu'il n'y a rien. Et à un moment, on doit faire des fouilles pour vérifier qu'il n'y a pas de tunnel ou pas d'armes. Donc on commence à faire les fouilles et d'un coup, je vois un petit téléphone qui est allumé où il y a marqué Orange Israël. Et je me suis dit, c'est le moment jamais, j'ai pas ma mère. J'ai fait le numéro, je lui ai dit, maman, tout va bien, ça a duré 3 secondes, j'ai reposé le téléphone. Et quand je suis sorti en fait de ça, elle m'a dit, c'était le plus beau moment de ma vie parce que ça faisait 3 semaines qu'elle était en doute, en pleurs. J'imagine. Et donc, elle m'a dit, et je me suis dit, c'était le moment ou jamais. J'avais pas vu de téléphone. Nous, on n'avait pas de téléphone et on n'avait pas de moyen de communication avec l'extérieur.
Donc c'était le moyen que j'avais. Je me suis dit, c'est le moment où jamais je vais lui dire que tout va bien, ne pas s'inquiéter. Et on a continué à travailler. Sympa. Donc, tu finis la guerre, tu reviens en Israël, tu commences tes études de sciences à l'université de Tel Aviv, tu enchaînes licence, master, doctorat. Et ensuite, c'est ensuite que tu décides de partir aux États-Unis faire un post-doctorat qui normalement prend 5 ans, 6 ans. Mais toi, tu vas le faire en 2 ans. C'est ça? Ouais, c'est ça. On T'as retiré décide. des matières ou t'as... Non, il n'y a pas de matière à faire, c'est une idée de recherche. Et Ah, c'est quoi l'idée de partir déjà aux États-Unis au lieu alors, en fait, dans mes études, j'ai pris les étapes par étapes. Et après avoir fait un bon doctorat, écrit une bonne thèse avec beaucoup de publications scientifiques, je me suis dit que je ne vais pas m'arrêter là. Et j'ai essayé de voir si j'avais des opportunités à l'étranger. Et j'ai commencé à chercher quelque chose qui pouvait m'intéresser. Et mon but réel, c'était d'essayer de trouver quelque chose, un savoir que je pouvais acquérir à l'étranger pour pouvoir le ramener en Israël pour quelque chose qui n'existait pas. Donc c'était mon but premier, de pouvoir enrichir Israël avec mon savoir. Donc j'ai Donc, de cherché. ramener les connaissances des États-Unis en Exactement. Israël. Exactement. Très Donc bien. j'ai cherché des chercheurs qui sortaient de l'ordinaire, des gens qui font des choses qu'on ne fait pas forcément. Et j'en ai trouvé 2 ou 3. Et j'ai contacté le premier que j'ai contacté, professeur Matthew Disney, qui est à Scripps, c'est le premier institut de biomédecine aux États-Unis. Directement, il m'accepte. Et donc, je pars. On décide avec ma femme et les 2 enfants de partir. Tu es très aventuré parce qu'entre-temps, on n'a pas dit, mais tu t'es marié, tu as eu 2 Voilà, enfants. c'est Et ça. donc, tu pars aux États-Unis avec 2 enfants en bas âge. Ouais. On part, on a 2 enfants. Enfin, ma femme, ça fait 3 ans et demi qu'on est mariés à peu près. On a une fille de 1 an et 1 mois, 2 mois, et un fils de 2 mois. Donc, on part et on connaît personne. Ça fait pas un peu peur? Ça fait. C'est pas peur. On peut pas dire que ça fait peur, mais on part à l'aventure. C'est ça. On part à l'aventure, on ne sait Faut pas du ce qui va courage. nous arriver, on ne sait pas où on va habiter. On déménage, on prend l'avion avec nos valises, on ne sait ni où on va habiter, ni ce qu'on D'accord. va manger le soir quand on arrive, on connaît personne. Donc on part un peu à l'aventure, mais c'était quelque chose qu'on devait passer. C'était une expérience qui était hyper. Qui a forgé notre couple. De ce fait de se retrouver à l'étranger seul avec ses enfants et sa femme. C'est quelque chose qui, je pense, nous porte et va nous porter jusqu'à la fin de nos jours avec ma femme. C'est quelque chose qui nous a formés, forgés, et en plus, c'était une expérience assez incroyable d'aller dans un autre pays, bon, après la France, Israël, d'aller aux États-Unis, de comprendre la culture américaine, et surtout pour le travail, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que ce que j'ai appris là-bas, c'était extraordinaire. T'étais où aux États-Unis? T'étais en Floride, c'est ça? Exactement, on était en Floride, on était à Palm Beach, Jupiter. C'est un endroit où il y a vraiment toutes les stars américaines. Nos voisins, c'était Michael Jordan, Tiger Sympa. Woods, Serena Williams, Céline Dion. Ma femme, au feu, la voiture d'à côté, c'était la Ferrari de Michael Jordan. Et en vrai, quand on est arrivé là-bas, la première chose qu'on a fait, ce que je fais à chaque fois dans ma vie, c'est que j'appelle numéro directement le Bet Rabat et je leur demande où est le Bet Rabat le plus proche. Et j'ai cherché un appartement au plus proche du Bet Rabat. Et c'est ça qui nous a permis en fait d'avoir une communauté de Bet Rabat. En vrai, en Floride, là-bas, il y a énormément de juifs, mais très très peu pratiquants. Donc c'était une petite communauté. Mais ça nous a permis d'avoir un cadre, ma femme de connaître des gens, le Shabbat d'aller prier à une distance qui était de 10 minutes à pied. Et c'est ce que je fais tout le temps en vrai, c'est que à chaque endroit où on arrive, avec ma femme ou quand je pars pour des conférences, là je vais bientôt partir au Danemark, j'appelle le Shabbat, je lui demande c'est où le plus proche, si je dois rester Shabbat ou pas rester Shabbat, comment manger kasher. Et comme mon Rav il aime dire, c'est qu'on est tous des chassidés Chabad aujourd'hui, on a tous une akarat hatov, on a tous un reconnaissance. merci, une reconnaissance envers le mouvement Chabad, le mouvement Lubavitch, parce que ils nous ont aidés à un moment de notre vie, où ils nous ont été à un moment où c'était un repère, où ils nous ont permis de faire quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire à l'étranger, par exemple. Et nous, grâce au Chabad, grâce à la communauté de Jupiter, on a pu avoir notre communauté, d'aller Shabbat à la synagogue, d'amener mes enfants, ma femme, les fêtes. On a reçu les gens de là-bas et on s'était, comme notre famille, en fait, on s'est recréé notre famille parce qu'on connaissait personne. Et les Chabad, la communauté de la synagogue là-bas, c'était notre nouvelle petite famille. Et c'est comme ça qu'on a réussi à grandir Sympa. et à s'acclimater facilement à l'environnement hyper américain et starifié de Palm Beach et Jupiter. Alors, tu nous as dit que tu étais parti chez un grand professeur. C'est un professeur chrétien religieux qui va donc vous accueillir là-bas aux États-Unis. Alors ça, c'était ma chance. Au début, je ne savais pas qu'il était ni chrétien ni religieux, je n'avais aucune idée, mais je lui ai dit, moi je viens, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, je vais travailler très dur. Mais par contre, vendredi après-midi, jusqu'à samedi soir, on ne peut pas me parler. Je peux rien faire. Je suis Je désolé, capte plus.
je peux pas, je répondrai pas aux mails, je peux pas, je travaillerai pas, je ne ferai rien. C'est-à-dire que truc. Et lui il me dit, ne t'inquiète pas, j'ai pas de problème. Moi aussi, je suis religieux. Je comprends tout à fait ce que c'est d'avoir une foi et je te fais confiance. Justement, Donc c'est lui, génial, ça t'a beaucoup aidé du coup. ça m'a vachement aidé. C'était vraiment, encore une fois, c'est une Ashgara Pratit, c'était la surveillance divine qui m'a fait que je suis arrivé chez quelqu'un qui pouvait me comprendre parce que aux États-Unis, c'est pas forcément facile de trouver ça. Mais par contre, il a pas. J'ai travaillé comme un fou furieux. C'est-à-dire que je travaillais toute la semaine, tout le temps. J'arrivais le matin, il était 7 h du matin. Je sortais la première année, il était 1 h, 2 h du soir. Je mangeais pas. 1 h, 2 h du matin. Donc je Ouais, faisais donc des tu journées de faisais, 16, 17 heures au travail. Je travaillais comme personne ne travaillait. donc c'est comme ça que tu as condensé 5 ans en 2 ans, quoi. Ouais, je travaillais 6 jours par semaine. Et en fait, j'ai eu énormément de résultats très vite parce que j'ai fourni énormément de travail. Et ce qui m'a permis de pouvoir faire un post-doctorat au lieu de le faire en 6, 7 ans dans des cas. J'ai ma collègue qui l'a fait en 8 ans. Moi, je l'ai fait en 2 ans et demi et je suis rentré en C'est Israël. balèze. Ok, d'accord. Et en tant que professeur, donc tu donnes aussi des cours, mais pas seulement en Israël. On t'appelle un peu partout dans le monde, avec 2 histoires que tu voulais raconter, une en Californie, une en Allemagne, qui étaient assez originales. Alors, la première, c'est en Allemagne. Je ne suis pas professeur, je suis étudiant à cette époque-là. Je suis la première, Ah, donc deuxième c'était année, avant, ouais. deuxième année de doctorat. Donc, je suis en Israël et c'est la première fois que j'ai vraiment une expérience à l'étranger professionnelle. Et on me demande de venir faire une conférence dans un grand congrès en Allemagne, à Heidelberg. C'est un patelin qui est pas très loin de Francfort. Et là-bas, je fais une conférence à peu près devant 1000 personnes, que des superstars de la science mondiale. C'est vraiment les gens à connaître. Et j'arrive étudiant, il me donne 20 minutes à parler, alors que normalement, déjà, un étudiant, jamais il parle. Et il me donne 20 minutes à parler, donc c'est plus que d'un normal, Anglais? en anglais. Et j'arrive avec ma kippa et je vois et je dis mais qu'est-ce que c'est que cette personne qui arrive devant nous avec la kippa, étudiant qui vient nous parler. Au lieu de s'écarter de moi du fait que bon ils ont compris que j'étais religieux, j'ai marqué Israël, que je venais d'Israël et en plus que j'avais ma kippa. Et à la fin de ma conférence, j'ai énormément de retours positifs de professeurs qui étaient hyper talentueux de Stanford, de Harvard qui sont venus me voir. Ils m'ont dit j'ai adoré ta présentation, mais ils m'ont dit c'est bien de ne pas avoir peur de qui on est. Il y en a un qui est venu me dire, il m'a dit c'est bien de ne pas avoir peur qui on est. Bon, après, j'ai su que cette personne-là, c'était un juif d'ailleurs, Ah ouais. Nathaniel Gray. C'est un juif pas du tout religieux qui était à cette époque-là à Harvard et maintenant qui est à Stanford. Et c'est lui qui m'avait dit ça, mais je ne savais pas qui c'était à l'époque. J'avais aucune idée, je ne le connaissais pas ni d'Ave ni d'Adam. Et il m'a dit c'est bien de ne pas avoir peur de qui tu es. Et en fait, il voulait me dire que c'est bien de pas avoir peur d'être religieux devant tout le monde. C'est ce que tu Donc tu as crois. été super bien accepté J'ai été là-bas. accepté, ouais. Contrairement à une autre fois en Californie où Bon, on moi, t'a demandé de venir. alors là, on m'a demandé de venir et on m'a dit la conférence, elle est de lundi à lundi et c'est incluant le Shabbat. Et pas que le Shabbat, c'était une semaine aussi. Le dimanche soir, c'était aussi Shavuot. Je leur ai dit, je suis désolé, mais moi, si je viens, c'est que du lundi à jeudi et vendredi, je suis parti, je ne reviens pas. Et ils me disent, non, c'est une occasion. Là-bas, c'est un énorme congrès, à peu près 5 à 6 000 personnes. C'est le congrès, il faut assister et c'est très compliqué d'être invité et aussi d'être d'un des gens qui organisent. Et je Et leur toi, ai t'as dit, pas peur et tu leur dis ça et non, moi, je en leur ai prenant le risque dit, de tout rater en fait. bah, je rate tout. J'ai tout raté. Ah, c'est ce qui s'est passé en fait du coup. J'ai tout raté, je suis pas allé, je leur ai dit. Ils m'ont dit, bah, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Si vous voulez pas, moi, je serai pas là. C'est ou avec ou sans, mais je serai pas là. Mon C'est Shabbat. marrant, on aurait pensé qu'aux États-Unis, c'était peut-être plus ouvert, plus Ouais, c'est tolérant pas, sur la religion juive, non? ça dépend des organisateurs. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut globaliser. Chaque personne, elle peut avoir une affinité différente à la Ouais. religion. Là, je suis tombé sur quelqu'un. Je pense qu'elle avait aussi besoin de quelqu'un aussi peut-être le week-end. Et moi, je lui ai dit, moi, je peux pas. D'accord. C'était sine qua non. Alors, depuis 2021, tu es professeur et chercheur à l'Université hébraïque de Jérusalem. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui te regarde, qui regarde l'émission et qui vient de faire son alia ou qui va faire son alia, qui écoute ton parcours et qui se dit bah tiens, pourquoi pas, moi aussi je voudrais bien me lancer dans ça. Quel conseil tu lui donnerais? Bah, alors déjà, d'une, c'est pas avoir peur. De continuer et de pousser. En Israël, il faut travailler. On n'arrive pas en Israël en réussissant, en mettant le pied sur l'un sur l'autre. Il faut travailler dur, mais il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur de se dire qu'on peut passer étape par étape et de réussir. C'est pas parce qu'on est Olé Khalash ou qu'on est nouvel immigrant de France ou d'ailleurs qu'on puisse pas arriver ou qu'on est moins bon qu'un Israélien. Il faut juste être fonceur, travailleur, travailler dur. Et avec la volonté, je pense pas que quelque chose peut arrêter la volonté de quelqu'un.
Donc c'est à force de volonté et en travaillant dur que j'ai pu gravir les échelons et en étant un des plus jeunes professeurs de l'Université de Jérusalem. D'ailleurs, ils ne me laissaient pas... Les, à l'entrée, quand je me suis fait accepter, j'avais 33 ans. Et je lui dis, et il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Donc, tu dois demander ta carte d'identité. Et j'avais pas encore ma carte de travailleur de l'université. Je lui dis, je suis chercheur, je suis professeur ici. Et le mec, il me dit, bon, bah, on va faire un contrôle parce que je te crois pas, parce que j'étais jeune. Et donc, voilà, mais ouais, on peut faire, tout le monde peut le faire. Si j'ai su le faire, il n'y a pas de raison que d'autres ne puissent pas le faire. Faut y aller, quoi. Sur quelle maladie tu travailles aujourd'hui dans le terme de développement de traitement? Je travaille sur plusieurs maladies. On travaille sur le cancer. On travaille sur les maladies génétiques, maladies orphelines. On travaille aussi sur des maladies comme la dépression ou l'obésité, qui sont très actuelles aujourd'hui dans notre génération. On a énormément de problèmes de maladies métaboliques, c'est-à-dire qui nous emmènent à l'obésité ou au diabète. Donc on travaille sur pas mal de maladies dans le labo. On entend beaucoup parler aujourd'hui d'hygiène de vie, que tout part d'une hygiène de vie, que ce soit en termes de ce qu'on mange, si on fait du sport ou pas, etc. L'hygiène de vie, c'est un caractère primordial pour éviter les maladies. Aujourd'hui, avoir une bonne hygiène de vie, bien se nourrir, faire du sport, être actif, c'est quelque chose c'est les facteurs qui vont permettre de vivre mieux, de vivre plus longtemps. Donc forcément, c'est conseillé. Mais comment on fait la différence? Parce qu'on entend beaucoup de choses, on entend parler du sucre, du coca, pour pas le citer, etc. De choses. Est-ce que c'est des choses qui sont avérées en termes médicaux, que c'est vraiment des choses qui portent préjudice au corps et qui font que ça peut provoquer ce style de maladie Alors oui, même si c'est pas la maladie comme le cancer, mais on parlait d'obésité. Ouais, bien sûr, le sucre, le diabète, l'obésité, c'est une des maladies de notre génération. C'est forcément dû à l'hygiène de vie et à l'accumulation de sucre qu'on mange, qu'on ingère. Donc, c'est évident que l'hygiène de vie, là, de faire attention. Après, on peut être prédisposé à avoir une obésité. Moi aussi, on peut être prédisposé à être un peu plus mince, mais l'hygiène de vie, elle va permettre d'avoir des facteurs qui t'empêchent d'attraper ces maladies. Tu as cité la maladie du cancer. Est-ce qu'il y a des vraies chances un jour d'aboutir et de trouver des traitements contre cette maladie qui fait un vrai carnage depuis des dizaines et des dizaines d'années? Alors, la recherche, elle avance énormément dans le cancer. Donc, on a tous les jours presque des nouvelles molécules, des nouveaux traitements, des nouvelles approches qui sont développées. Ça veut dire quoi? Il y a des traitements, parce que souvent on entend même des effets d'annonce. On a trouvé un traitement contre ça, mais en application, ça marche comment? Alors, ça dépend. Chaque cancer, il est différent. Donc, pour chaque cancer, on va devoir utiliser des traitements qui sont différents en général. Et le cancer, c'est quelque chose qui se développe, qui mute lui-même, qui a à chaque fois des différentes sortes de traitements qui doivent être développés, vu que le cancer en lui-même, il évolue avec le temps. Maintenant, de guérir du cancer, aujourd'hui, on guérit mieux du cancer qu'avant. Mais il y a des cancers qui peuvent être fatals et qu'à la fin, on ne peut pas guérir. La clé de la réussite du cancer, c'est vraiment le dépistage. Le dépistage, plus tu es pris tôt, plus tu as de chances de guérir, de pouvoir trouver une solution de guérison. C'est vraiment la clé de la réussite. Tu as plusieurs stades dans le cancer, 1, 2, 3, 4. Plus tu dépistes et plus tu sais à quel moment le cancer il peut être attrapé tôt, donc il y aura plus de chances de guérison. Il y a des rumeurs souvent sur plein de sujets, notamment sur le cancer. Est-ce que c'est vrai que cette maladie, tout le monde la porte et que là, des fois elle se réveille, des fois elle se réveille, des fois... Alors, non, c'est pas une maladie que tout le monde porte. Tout le monde peut avoir le cancer à la fin, parce que le cancer, il y a 2 facteurs de risque. Il peut être un facteur génétique, c'est-à-dire que tu l'as hérité de tes parents, qui amène statistiquement des chances plus élevées que tu aies le cancer. Mais il y a aussi des facteurs environnementaux qui puissent influencer la mutation de tes gènes, donc l'évolution de ton corps. Plus tu avances dans l'âge, plus les cellules doivent se répliquer et il y a un facteur mutagénétique qui augmente. Et donc, pas tout le monde va avoir le cancer, mais tout le monde peut avoir le cancer. Ça dépend de beaucoup de facteurs. On ne peut pas dire que tout le monde porte la maladie. Mais, donc ça reste une rumeur, quoi. Oui, c'est une rumeur. C'est pas quelque chose qu'on dit. Pas tout le monde va avoir le cancer. C'est ça, ouais. Alors, toi, tu développes... j'avais jamais entendu parler de ça avant. Je connaissais l'ADN. Mais toi, tu travailles sur l'ARN. Est-ce que tu peux m'expliquer, encore une fois, c'est quoi l'ADN, c'est quoi l'ARN, la différence entre les deux? Alors, l'ADN, c'est le patrimoine génétique qu'on reçoit de nos parents. Nos parents, ils nous donnent un patrimoine génétique chacun. Donc, on
On reçoit un du père et un de la mère. Et l'ADN, c'est ce patrimoine génétique, il doit s'exprimer pour à la fin donner un corps humain entier. Donc ce corps humain, il est constitué de cellules. Et ces cellules, c'est quoi? C'est fait de protéines, de lipides. Mais d'où elles savent qu'une cellule, elle doit devenir un œil, ou elle doit devenir un pied, ou elle doit devenir un cheveu, elle le prend de son patrimoine génétique, de l'ADN. Donc l'ADN, c'est le patrimoine génétique que tu reçois. Pour arriver de l'ADN à la protéine, tu as un messager, ce qui t'appelle l'ARN, c'est-à-dire c'est la passerelle entre l'ADN et la D'accord. protéine. Ok. Donc c'est elle qui transmet de l'un à l'autre. Aujourd'hui, elle fait ce rôle de messager, mais elle ne fait pas seulement ce rôle de messager, elle fait aussi d'autres rôles dans la cellule. Et elle régule énormément de processus biologiques. Et donc, et elle est très influente dans énormément de maladies. Et ce qu'on fait, nous, dans notre labo, c'est ça que j'ai été apprendre aux États-Unis, c'est que nous, on utilise ces ARN comme source de cibles et on développe des nouvelles molécules qui ciblent ces ARN qui ont un rôle dans des maladies différentes. Mais ça, c'est une nouvelle manière d'apprendre. C'est une nouvelle manière. C'est exactement ce que j'ai fait aux États-Unis. C'est une nouvelle manière c'est pas d'apprendre, mais c'est une nouvelle stratégie pour pouvoir guérir de maladies qui n'a pas été exploitée pendant les 100 ans où il y a vraiment la chimie médicinale s'est développée et les pharmaceutiques sont énormément développés. Donc, ils n'ont pas travaillé sur ça. Ils ont énormément travaillé sur la protéine. Donc, comment arrêter l'action d'une protéine. Mais moi, en fait, c'est ce que je fais, c'est qu'on sort de l'objectif de la protéine et on va regarder un peu plus en amont de la protéine et on regarder à l'ARN. Et en fait, on essaye de cibler l'ARN pour pouvoir développer des traitements. On m'a dit que le vaccin du Covid, c'était fait à partir de recherches sur l'ARN, c'est ça? Exactement. Alors, le vaccin du Covid, On va revenir un peu plus tard pour développer sur le sujet, mais... c'est un vaccin qui est basé sur l'ARN. C'est une technologie qui a en fait été développée de base, pas pour le Covid, qui est développée depuis à peu près 5-6 ans avant l'apparition du Covid, pour des traitements anticancéreux. Et donc, ils vont bientôt sortir, ils sont en phase 3, et apparemment, ou cette année ou l'année prochaine, on va avoir pas mal de nouveaux traitements anticancéreux qui sont sur cette technologie. En fait, comment ça marche? C'est qu'on utilise un vaccin qui est à base d'ARN, qui va exprimer une protéine à l'intérieur de notre corps. Donc, à la place de rentrer une protéine, on rentre l'ARN qui s'exprime à l'intérieur. Et quand elle s'exprime, elle va exprimer la protéine. Et c'est ce qui va faire notre système immunitaire d'avoir une réaction et pouvoir se protéger en cas d'infection au virus du coronavirus. Combien de temps ça prend un médicament pour le moment où tu commences les recherches et au moment où ça sort? Alors, un développement de médicaments en pharma, c'est à peu près entre 7 et 10 ans. La plupart des cas, c'est 10 ans. La phase qui prend le plus de temps, c'est les phases cliniques, c'est-à-dire les essais, qui se déroulent en 3 phases. Phase numéro 1, phase numéro 2 et phase numéro 3. Et ça prend à peu près 10 ans en général. Il y a des possibilités d'aller un peu plus vite selon les maladies, selon le besoin aussi de la société. Mais en général, c'est quelque chose qui prend à peu près 10 ans. J'aimerais profiter de t'avoir pour parler d'un sujet qui a fait beaucoup polémique il n'y a pas si longtemps que ça. C'était le vaccin contre le Covid. Il y avait les pour, il y avait les contre. Okay. Avant de rentrer dans le sujet, j'ai une question simple. Toi qui es chercheur, qui es scientifique, est-ce que tu peux m'expliquer, voilà, tu me l'as dit il y a quelques minutes, qu'un médicament prend entre 7 et 10 ans, des fois un peu plus, pour sortir. Comment c'est possible d'avoir pu sortir un vaccin aussi rapidement? Je ne joue pas au complotiste, évidemment, je cherche juste à comprendre la logique. Alors, d'une, c'est parce qu'ils ont utilisé une technologie qui était déjà développée. Ils n'ont pas inventé la technologie. Le vaccin ARN, c'est quelque chose qui était en développement depuis déjà plusieurs années. Et en fait, ils ont utilisé cette stratégie pour pouvoir développer un vaccin qui est anti-Covid, anti-coronavirus. Ils ont aussi profité de la situation sanitaire et dans les cas vraiment spécifiques, tu as des fast track, c'est-à-dire c'est des passages qui sont accélérés pour pouvoir avoir, quand on a une demande médicale qui est trop haute, donc on a des passages tout est accéléré pour pouvoir savoir si on peut développer une maladie, un traitement. Dans ce cas-là, c'est un vaccin pour pouvoir répondre à la crise. Et donc, c'est pour ça qu'elle a profité, mais elle n'a pas été inventée ex nihilo, c'est-à-dire qu'elle a été inventée à la base d'une technologie qui était déjà en développement plusieurs années, mais pour une application différente. Donc, c'est pour ça qu'elle a pris très peu de temps à être développée. D'accord. Et il y a eu beaucoup de rumeurs autour de ce vaccin. Il y avait les pour, évidemment, il y avait les contre. Est-ce que ces vaccins, parce que c'est un truc qui revient souvent, est-ce que ces vaccins, il a pu provoquer beaucoup d'arrêts cardiaques, notamment chez des jeunes? On a pu entendre ça. Alors, les études, elles montrent qu'il y a eu des arrêts cardiaques. C'était un des effets secondaires.
mais c'est vraiment résiduel par rapport à la taille du vaccin. Il faut savoir que le vaccin, il y a à peu près 13 milliards de doses qui ont été données. 5 milliards, à peu près 5 milliards de gens ont été vaccinés dans le monde. Dans la taille que ça a, c'est des proportions qui sont gigantesques. Et sur les vaccins, il y a à peu près 0,001% de personnes qui ont eu des effets secondaires, c'est-à-dire résiduels, totalement résiduels. Les effets secondaires, la majorité, c'était des choses qui n'étaient pas graves. Il y a eu des cas de mort. Ça n'a pas été prouvé que c'était exactement relié au vaccin, Ouais. mais il y a eu des cas de mort qui ont suivi la vaccination. Mais il faut savoir que par rapport à, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'Advil, enfin l'ibuprofène, que presque tout le monde utilise aux États-Unis. L'ibuprofène, c'est à peu près 16 000 morts par an. Ah ouais, quand même. Le vaccin, c'était pas 16 000 morts par an. Donc, faut tout prendre en C'était proportion. plus médiatisé, c'était une période qui était Ouais, c'était spéciale médiatisé. aussi. La crise a fait que les gens voulaient beaucoup en parler, ça faisait du buzz et ils Mais- avaient peur, la peur d'avoir attrapé la maladie et les taux de mortalité étaient assez élevés, donc il fallait trouver une solution. Donc forcément, tout ça, ça a fait que énormément de gens parlaient de. On reste encore 2 minutes sur le Covid, après on s'en va parce que c'est une période qu'on veut vraiment oublier. Comme tout bon juif, quand on a des questions, on va avoir des gdolim, des grands en Torah. Et c'est vrai qu'à l'époque, on allait voir notamment le Rav Chaim Kanievski Zatzal pour lui dire est-ce qu'on doit faire ce vaccin, est-ce qu'on ne doit pas faire ce vaccin. Comment on réagit en tant que professeur, en tant que médecin, quand on se dit bah, attends, ils vont demander l'avis à un rabbin au lieu de demander l'avis à un spécialiste, à un médecin? Alors déjà, d'une, c'est que la clairvoyance du Rav, elle n'est pas forcément quantifiable d'un point de vue scientifique. Moi qui est très cartésien, j'ai une grande émouna. Dans ma vie, tout marche d'une façon scientifique, je marche tout, à part ma émouna et ma foi en Hachem. Donc forcément, quand on va dans les règles de la... Excuse-moi, je te coupe, mais comment on fait pour être aussi cartésien d'un côté et avoir une grande émoula? C'est pas. c'est exactement ça. C'est-à-dire, plus tu apprends la science et comment le monde il est fait, et en vrai, tu donnes de l'essence à ton moteur pour travailler ta émouna, pour travailler ta foi. Donc pour moi, c'est pas du tout antithétique. Mais il y a des choses qu'on parle en 2 dimensions. C'est-à-dire que tu as la dimension de la science, du monde biologique, de la médecine, et tu as la dimension du spirituel. Et la dimension spirituelle, elle a une influence directe sur le monde matériel. Et donc forcément, les prouesses, les bénédictions qu'on peut avoir d'un grand rave ont une influence spirituelle qui a directement un effet sur le matériel et qui peut avoir un effet sur une santé. Moi, j'en ai énormément d'exemples. Je suis très proche de grandes familles de Rabbanim, les Abir Sira, de Baba Saleh, donc on a grandi dans ça. Donc on a énormément d'exemples où on voit la bénédiction du rabbin qui vient et qui influence directement sur des prouesses C'est-à-dire qu'une personne reçoit un diagnostic assez difficile, passe même un scanner, on a les preuves qu'elle a un problème, elle va aller voir un rave, va même des fois pèleriner, où on va tout simplement changer des choses sur elle en termes spirituels, et on va voir des fois la maladie qui disparaît. La spiritualité, elle est au-dessus du matériel, au-dessus de la vie en elle-même, c'est-à-dire de la science en elle-même. Mais toi, tu es juif pratiquant, donc tu nous le dis, mais quand tu n'es pas pratiquant ou quand tu es non-juif, comment t'expliques ça? Quand tu es non-juif, comment t'expliques ça? Je pense pas qu'il peut avoir une explication qui puisse comprendre le non-juif. Le médecin, il voit il est malade, il revient 2 semaines après, il dit je suis parti voir un rave, etc. Et ça va mieux, il n'y a plus rien. Ouais, Il le voit quoi au niveau des résultats, donc comment il explique ça? Comment c'est possible qu'une maladie disparaisse? Non, il n'explique pas. Il y a des choses qu'il n'explique pas. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Il y a des choses des événements dans la vie où les médecins ont été bouche bée et ne savaient pas répondre pourquoi ni A plus B. Il faut savoir que les médecins ne savent pas tout. En fait, la force d'Hachem, elle régit le monde. Et Hachem, s'il décide du jour au lendemain d'ouvrir la mer en 12, il ouvrira en 12 parce que c'est Hachem qui crée ça. Donc s'il a envie que demain, Hachem, il a décidé que toi, tu es la réfoua à la santé, et ben, juste d'une décision, d'une prière qui arrive à Hachem, elle peut intervenir et faire que ton corps il soit complètement... On entend souvent cette phrase qui dit, peu importe le contexte, mais plus on sait et moins on sait. Est-ce que ça s'applique à la médecine? En fait, plus on avance et plus on se rend compte Ça s'applique totalement à la médecine. Plus on avance dans la recherche et dans le savoir qu'on a dans le corps humain ou dans comment les choses elles ont été créées, et plus on se rend compte qu'on ne connaît pas assez. En fait, le savoir amène à ouvrir des nouvelles portes. Et ces nouvelles portes, ce sont des salles qui sont gigantesques. Et tu te dis, bon, bah, chaque porte que j'ouvre, c'est encore un monde entier à explorer. Donc, à chaque fois que tu apprends quelque chose, tu te rends compte que c'est une petite
pièce dans un monde ou dans un puzzle qui est bien plus grand que ce que tu crois. Tu parlais tout à l'heure de la grandeur de Dieu dans la nature, dans la création. Est-ce qu'on peut être chercheur et nier l'existence de Dieu aujourd'hui? Alors, est-ce qu'on peut... Déjà, on va répondre à ce qu'il y en a des gens qui peuvent nier la création et qui sont chercheurs. Le cas est... On peut répondre oui. Parce que moi, déjà, j'en côtoie des gens qui sont complètement athées et qui sont chercheurs. Donc, la réponse à ta question, c'est est-ce qu'on peut l'être? Oui, parce qu'il y en a. Comment ils vivent avec, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, au lieu de me dire que c'est ce qui me repousse d'Hachem, c'est quelque chose qui me rapproche d'Hachem. Donc, c'est quelque chose aussi de personnel. Je pense que la Emouna, c'est quelque chose c'est une étincelle qu'on a, qu'on doit nourrir. Mais des fois, l'étincelle, elle est éteinte. Et tout ce que tu reçois, tu n'arrives pas à nourrir la flamme pour qu'elle puisse s'allumer et qu'elle se ravive et que tu dois la travailler tout le jour. La Emouna, c'est quelque chose qu'on travaille. C'est pas quelque chose qui vient et qui reste tout le temps de la Oui, même mais façon. des fois, tu as des faits quand tu fais des recherches. Tu te dis, là, c'est quand même. Comment j'explique ça quand je suis pas Tu vas croyant? toujours trouver Vous avez trouver des des débats entre explications. vous Non, tu peux toujours avoir des explications. Pas trop de débats entre nous sur ces questions-là. Mais oui, tu as t'as des professeurs en Israël qui sont complètement athées, qui ne croient pas en Dieu. Et pourtant, ils sont chercheurs, ils sont brillants. Ça existe. Aujourd'hui, tu es professeur, chercheur, tu es aussi entrepreneur avec ta société. C'est quoi ton rythme de la journée? C'est quoi ton programme? Ma journée commence tôt. Je me réveille tous les jours vers 4h30, 5h. Je prie au net, c'est-à-dire à l'aube. Ensuite, j'étudie. Avec mon Rav, on fait Daf Yomi, c'est-à-dire qu'on étudie la Gemara, le Talmud le matin. Et ensuite, je commence ma journée. Vers 7h, je rentre à la maison. Je me prépare, je prends mes enfants, je les dépose à l'école. Et ensuite, je commence la journée au travail à 8h, où j'ai déjà 3-4 heures déjà où je me suis levé, je me suis préparé, j'ai fait mon étude, j'ai prié. Et à 8h, je suis déjà prêt, je suis tout frais pour commencer ma journée de travail. Je travaille toute la journée, je non-stop jusqu'au soir. À 9h, 10h, je rentre à la maison non-stop. Je travaille beaucoup parce que j'aime ce que je fais, j'adore ce que je fais. C'est une passion, c'est un bonheur, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde parce que je vais au travail avec une envie Une et passion. une passion Ouais. débordante. Parce que je découvre des nouvelles choses, parce que je réponds à des questions qui n'ont pas été répondues, parce que je découvre des nouveaux traitements. Je sais que ça peut changer le monde potentiellement. Donc c'est magnifique et on sort tout le temps, on réfléchit tout le temps. Il faut être très créatif, il faut toujours être curieux, donc lire énormément, se savoir, toujours chercher à trouver des nouvelles stratégies, à sortir un peu des sentiers battus et de penser outside of the box, à l'extérieur de la boîte pour pouvoir avoir des nouvelles pistes. Et c'est magnifique. Après une journée de taf, tu rentres à la maison. Ouais. C'est quoi ton repas préféré quand tu rentres à la maison? Repas préféré quand je rentre Ouais. à la maison? Moi, j'adore les pâtes. Alors, les pâtes, c'est... En fait, non, je te tiens un peu, je te parle de plat parce qu'on m'a dit qu'il y avait une salade qui était incontournable pour toi le Shabbat. Ah, Et c'est Shabbat. encore en rapport avec Baba Salé. On va en reparler encore une fois de Baba Salé juste après. Mais là, je voulais parler de cette salade, c'est les radis de Baba Salé. Les radis, c'est quelque chose qu'à la table de Shabbat, je dis à ma femme, on doit avoir les radis. Le kiff, c'est d'aller les acheter, de prendre le plaisir d'aller les acheter le vendredi pour pouvoir les repas de Shabbat Kodesh. Mais le radis, c'est quelque chose de spécial parce que c'est un légume qui a 3 couleurs. Et c'est un des seuls légumes qui a ces 3 couleurs, le vert, le rouge et le blanc. D'accord. Et ces 3 couleurs, elles représentent aussi les couleurs de nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le Abraham, c'était la couleur blanche, qui est le chesed, la bonté. Yitzhak, c'est la couleur rouge, qui est la rigueur. Et le vert, c'est Yaakov, qui est le tiferet. Et ces 3 couleurs, elles sont là et elles aussi symbolisent les 3 repas de Shabbat. Et donc, quand tu manges le radis, tu as le fait de rapprocher les 3 couleurs avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Baba Salé ne faisait pas un repas sans son radis. Et je peux même raconter une petite anecdote. C'est qu'il y a une anecdote, un jour, ils étaient à Marrakech avec Rabbi Makhlouf et ils décident d'aller pèleriner à Rabbi Yitzhak, c'est-à-dire de l'autre côté du Maroc. C'est à peu près 12 ou 13 heures de voyage. Ils préparent pendant une journée le voyage. Ils partent à 2 voitures. Ils emmènent dans la voiture tout ce qu'ils ont besoin pour le repas. Ils commencent à rouler et au bout de 11 heures, Baba Salé dit à Rabbi Makhlouf, les radis, tu les as bien, tu les as pris avec toi. Et il lui a dit, j'ai oublié les radis. Baba Salé, il l'a fait revenir à Marrakech, 11 heures de retour. Ils ont pris les radis, ils sont repartis chez Rabbi Yitzhak à Toulal en amenant les radis.
11 heures de trajet. 11 heures, ils ont refait en retour. Après, ils ont reparti 12 heures. Baba Sali, encore plus que ça, il avait un couteau spécial d'argent dans sa djellabia, dans sa djellaba, qui était pour le radis. Il prenait un tout petit morceau du radis, il le coupait avec son couteau en argent, et il le mangeait. Il faisait sa bracha, il mangeait même pas en entier le radis. C'est marrant que tu racontes ça parce que Baba Salé, en général, on dit que c'était très difficile de le faire manger ou de le voir manger. Alors, Baba Sali mangeait pour les loulottes, mais il mangeait pas toute la semaine. C'est-à-dire, quand il y avait une occasion d'une iloula ou d'une simcha, oui, il mangeait, mais la semaine, il mangeait pas. Il faisait un jeûne qui était de Shabbat à Shabbat. C'est au Datmaf Seket. C'est dans la séquette, c'est ça. Et donc, il mangeait, il mangeait pour la Seuda Revit, c'est-à-dire la Seuda de David Ameler. Et jusqu'à L'entrée du Shabbat. l'entrée du Shabbat, il ne mangeait pas, à part pour les Ilulotes, où il mangeait pour la Simcha de la Ilula. En parlant de Baba Salé, tu es proche des petits-fils de Baba Salé, Rabbi Yitzhak et Rabbi Yaakov Yehudayov, avec qui tu étudies le matin. Alors ça, c'est déjà c'est le mérite d'habiter en Israël, le mérite d'habiter à Jérusalem. De pouvoir côtoyer des rabbinim aussi grands. T'habites où à Jérusalem? J'habite en centre-ville de Jérusalem. D'accord. Et j'ai le mérite de pouvoir habiter à 20 minutes du Kotel. Et donc, tous les Shabbats, on va au Kotel. Et moi, mes rabbinim, c'est les petits-fils de Baba Saleh, où la synagogue qui est juxtaposée à la maison de leur mère, qui est la fille de Baba Saleh, qui est toujours vivante, Rabbanit Pnina. Et moi, mon rav, mes deux rabbinim, mais surtout mon rav, c'est Rabbi Yitzhak, c'est mon maître, avec qui j'étudie tous les jours. Encore un Yitzhak. Encore Yitzhak, ouais. J'ai quelque chose avec les Yitzhak. Ouais, c'est fort. Il me Ton grand-père, toi, le grave. Il me suit Rabbi Yitzhak. On m'a même dit que quand j'ai eu mon premier fils, on m'a dit c'est sûr tu vas l'appeler Yitzhak. Je dis je peux pas parce que comme je m'appelle Yitzhak, c'est un peu compliqué, mais je te promets que j'ai pensé à la même chose il y a 2 secondes. J'ai dit mais ça t'en fait, non c'est pas possible. Mais oui, Rabbi Yitzhak Yehudayov, qui est l'aîné de la fratrie de la Rabbanit Nina, qui est le fils du Chacham David Yehudayov. Et donc oui, je suis très très proche d'eux et j'ai le mérite d'être proche d'aussi grands rabbinim qui ont un savoir qui est pas mesurable et qui ont une sagesse extraordinaire. Tu les sollicites des fois? Je sollicite tout le jour, je le vois tous les jours, je l'appelle. l'appelle. Par rapport à tes recherches, ton travail? Mon Rabbi Yitzhak, je lui parle énormément de mes recherches, il adore écouter, c'est quelqu'un qui est brillant, qui est hyper cultivé, qui connaît énormément de choses, qui passe des fois des jours dans des bibliothèques pour pouvoir lire sur énormément de livres qui sont pas forcément que de la Gemara, mais sur l'histoire, il adore la géographie, il adore donc c'est quelqu'un qui est très 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 cultivé et qui a une sagesse de vie qui est extraordinaire. Et en plus de ça, c'est qu'il a l'empreinte de Baba Saleh, on voit sur lui, sur ses dires, sur ses cours qui sont brillants. C'est un orateur hors pair, c'est un mérite qui n'est pas mesurable. Je remercie Hachem de plusieurs choses dans ma vie. Je remercie Hachem d'avoir ma femme, mes enfants. Et la troisième chose, je remercie Hachem après Israël, c'est de m'avoir donné un rav comme Rabbi Yitzhak Yehudayov qui est extraordinaire. Donc tu es proche des petits-enfants de Baba Saleh. Tu es très branché sur les ambiances Ilulot. Tu es bien le cousin de Binyamin. Pourquoi on est baigné dans les Ilulot? C'est quelque chose qui est familial et dans notre histoire. Que nous, on vient du Tafilalet. Donc les Benamou, en fait, on est famille de Benamou qui vient... C'était Benamou, Amselem, Alezra, Torjman. C'est des familles qui sont très connues dans le Tafilalet. Et d'ailleurs, notre grand-oncle, c'est Rabbi Aaron Abirsera, qui est le fils de Rabbi Yaakov Abirsera, qui est le grand-père de Baba Saleh. Donc c'était notre grand-oncle. On a nos cousins qui sont des Abirsera. On a grandi avec eux. Notre arrière-grand-père, il est enterré collé à Rabbi Abba, qui est le fils de Rabbi Yitzhak, au Tafilalet à Boudnim. Et donc, on est baigné dans ça. On a grandi avec eux. Donc c'est quelque chose qui est assez naturel d'un point de vue traditionnel, puisqu'on a été baigné dedans dans les loulottes, dans les rabbanim. On arrive à la fin de l'émission. Il y avait une question que je voulais te poser. C'est une question que mes enfants me posent des fois en me disant « Mais papa, est-ce trouve où la neshama dans le corps ?» Et je me suis dit « Bah tiens, j'ai quelqu'un qui explore le corps toute la journée. Est-ce que tu peux t'imaginer te dire « Je sais où se trouve la neshama ?» Alors, je ne sais pas si dans mes recherches, je peux répondre à cette question, mais j'ai vu une explication qui était assez forte du fait que la neshama... La neshama, en fait, l'aspect spirituel de notre corps, c'est ça qui porte notre corps. C'est-à-dire quand l'âme s'enlève à la fin de nos jours, quand on décède, l'âme s'en va du corps et le corps commence à peser de plus en plus, il devient très très lourd. C'est aussi ce qui est arrivé, par exemple, quand les tables de la loi elles ont été brisées. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Zohar il raconte que quand il a vu la faute du Vaudor, les lettres sont tombées, la spiritualité
la spiritualité, elle s'est envolée des tables de la loi. Et, Donc le poids s'est fait et ressentir. donc le poids, il s'est fait ressentir. Mais en fait, c'est pas parce que Moshe il voulait casser, mais c'est parce que comme la spiritualité elle s'est évadée des tables de la loi, il pouvait plus les supporter parce que le poids, il était trop lourd. Et c'est exactement aussi dans notre corps. Notre corps, il devient trop lourd si la spiritualité, elle peut pas, notre âme, elle peut pas tenir notre corps. Donc je vois pas dans chaque cellule la spiritualité de notre âme, mais l'âme, c'est quelque chose de métaphysique qui fait vivre, qui donne l'étincelle en fait à notre vie, à notre chayut, on dit en hébreu, à la vitalité qu'on a et qui nous permet de nous tenir et de nous soutenir. On parle beaucoup aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Alors, on voit ça surtout dans ce qu'on peut faire en photo, en vidéo. Mais tu m'as dit que dans les recherches, on utilisait aussi l'intelligence artificielle. Alors, c'est mon cas aussi. En dehors d'être professeur et chercheur, je suis aussi entrepreneur et je suis fondateur d'une société, une start-up en Israël, où on utilise en fait l'intelligence artificielle pour pouvoir développer des nouvelles molécules. Donc, on utilise la big data, c'est-à-dire l'énormément de data qui existe, qui a été accumulée au fil des années, et on utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir avoir des highlights, c'est-à-dire des endroits qui vont nous dire exactement où développer la molécule, où cibler dans l'ARN, et comment, chimiquement parlant, on peut développer une nouvelle molécule. On utilise énormément l'intelligence artificielle, et donc j'ai une boîte en Israël qui s'appelle Renesys qui fait ça et qui utilise l'intelligence artificielle pour le développement de nouveaux traitements. Et c'est quelque chose d'assez répandu qui va forcément révolutionner le monde de la pharmaceutique. Ouais. Mais aujourd'hui, donc, tu es professeur, tu es chercheur, tu es entrepreneur. À quel moment tu te retrouves un peu avec ta femme et tes enfants? C'est une question qu'on pose souvent, ça, quand on voit des personnes qui sont ultra occupées. C'est une très très bonne question. Déjà, Baruch Hashem, on a la chance d'avoir le Shabbat qui nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes, où on prend du temps d'être avec nos enfants. Ensuite, j'essaye de trouver du temps pour chacun de mes enfants, avoir un temps spécial pour eux, où on est un avec l'autre. Si c'est par exemple avec mon fils où il adore faire des Legos, je me pose avec lui et je fais des Legos avec lui. Ou c'est pour raconter une histoire à un autre, ou à demander à ma fille qu'est-ce qu'elle préfère mettre, ou comment ça s'est passé l'école, et de l'amener, et de lui parler, et d'avoir un rapport spécial avec chacun de mes enfants. Et Baruch Hashem, la semaine, j'ai pas beaucoup de temps pour eux, mais le week-end, j'essaye de me donner le maximum de temps. Le vendredi et le Shabbat, aujourd'hui, j'arrive à donner à ma famille, à mes enfants. C'est eux qui me donnent la force, et surtout à ma femme, parce que tout ce que je fais, en vrai, ça serait pas possible de le faire sans ma femme qui est derrière, qui travaille dur, qui s'occupe de mes enfants, qui s'occupe de toute la maison. Et sans elle, il n'y a pas aucune réussite. Donc toute ma réussite, elle est dédiée. C'est un bel hommage pour Madame Benamou, ça. Elle n'est faite que grâce à ma femme, qui me permet d'avoir le temps et les outils d'être la tête tranquille et de me dire ok, tu peux te focus dans ton travail et essayer de parvenir à faire des choses qui n'ont jamais été faites. C'est un bel hommage pour Madame Benamou, ça lui fera plaisir. Ouais. Quel âge ils ont les plus grands? Alors ma fille, elle a 8 ans, mon fils, il a 7 ans, enfin il va avoir 7 ans cet été, et ensuite j'ai 4 ans, 2 ans et 6 mois. Alors je te pose la question parce que bon, ils sont encore jeunes, mais est-ce que ça va aider plus tard d'avoir un papa scientifique dans les études, dans les devoirs? Dans les devoirs, je sais pas. J'espère qu'ils n'auront pas besoin de moi. Mais ça va les aider parce qu'ils vont avoir les études gratuites en Israël. C'est-à-dire? Quand tu es professeur en Israël dans une fac, les enfants, ils ont les études gratuites Je savais pas ça. supérieures. Donc ça va les aider. C'est bon à savoir. Voilà. C'est trop tard pour moi, mais... Mais je pense que les aider au maximum, c'est pas en les aidant en faisant le devoir avec eux, mais plutôt en leur donnant l'exemple de chercher l'excellence, de chercher à être bien, de bien travailler à l'école, en leur montrant que nous, on a bien travaillé, qu'on travaille, qu'on est sérieux. Et c'est cet exemple qui donne la meilleure éducation à mes enfants pour pouvoir réussir, à mon avis. Aujourd'hui, donc, Baruch Hashem, tu es un juif pratiquant qui étudie. J'aimerais savoir quel lien il y a entre la médecine et la Torah. Souvent, on parle du Rambam quand on veut parler de médecine dans la Torah. Même quand j'enseigne à mes étudiants, où j'ai une classe hyper hétéroclite avec plein d'étudiants de différentes religions. À plusieurs religions directement. Même plusieurs religions, puisque à la fac, il y a un peu tout. Il y a beaucoup de juifs, mais il y a aussi des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des athées. Et c'est quelque chose que je leur fais comprendre que, en fait, quand on apprend à comprendre comment notre corps il marche d'un point de vue microscopique,
ça nous rend compte de notre petitesse par rapport à l'entièreté du monde. Et en fait, c'est exactement ce qu'il explique le Rambam. Le Rambam, dans Yireh Halachot, il marque que si tu veux travailler ta Emouna, ta foi en Hachem, essaye de voir comment le monde il a été créé, comment les choses elles marchent d'un point de vue biologique, microscopique ou même macroscopique, c'est-à-dire sur une grande échelle, comment la Terre marche ou comment ton corps et tes cellules fonctionnent, pour pouvoir renforcer ta Emouna, parce que tu vois dans la création du monde et l'empreinte qu'a Hachem, tellement les choses elles sont extraordinaires. Par exemple, donne-nous des exemples. Un exemple qui me vient à la tête, c'est notre code génétique, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Donc l'ADN, dans chaque cellule, dans notre corps humain, on a à peu près 40 000 milliards de cellules, D'accord. ce qui est énorme. Et dans chaque cellule, on a dans notre noyau, on a notre patrimoine génétique, notre ADN. Et notre ADN, il est composé d'un code qui est fait de 4 lettres. Et ces 4 lettres, c'est à peu près 40 milliards de lettres qui se lient les uns après les autres. Et si tu prends ce fil-là, qui sont reliés les uns les autres, si tu prends ce fil-là et tu le déploies d'une cellule, juste l'ADN que tu as, ça fait à peu près 2 mètres. Que tu rentres dans une cellule qui est à peu près C'est-à-dire 2 mètres, 10 microns. 2 mètres de lettres 2 mètres, non, ouais, de lettres qui se filent, qui sont en fil. C'est alors la D'accord. taille de la lettre, elle fait, si tu la prends en fil, c'est 2 mètres de longueur. D'accord. Donc dans ton corps, tu as 40 000 milliards de cellules. Donc tu fais 40 000 milliards fois 2. C'est à peu près 80 000 milliards de mètres. C'est à peu près 250 fois la distance entre nous et le Soleil. Donc chaque être humain, il a un fil dans chaque cellule qui fait 2 mètres et que ça fait la distance entre nous et le Soleil 250 fois. Quand on voit ces numéros, ces ordres de grandeur, comment ils ont été compactés pour que ça rentre dans quelque chose aussi minuscule, tu vois en fait l'empreinte d'Hachem et la force qu'a Hachem dans chaque chose qui existe. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a des milliers, voire des millions. T'en as d'autres? J'en ai un autre, par exemple, dans notre réplication, les cellules elles doivent se répliquer, de se dupliquer pour pouvoir avoir des cheveux qui s'allongent ou des ongles qui poussent. Et quand nos cellules se répliquent, on a des machines cellulaires qui arrivent et qui doivent dupliquer notre ADN. Et cette machine cellulaire, elle sait dupliquer l'ADN en faisant une erreur toutes les 1 10 puissance 13. Donc c'est 1 10 puissance 13, c'est 1 et 13 zéros après. Et ensuite, tu as une autre machine qui vient après, qui vérifie qu'elle n'a pas fait d'erreur, qui fait une erreur, toute 10 puissance 10. Et si tu accumules les deux, ça fait à peu près 1 et 23 zéros après le 1, qui a une erreur dans la lecture. Donc nous, si on comprend que notre intellect, il ne peut pas réfléchir ou compter jusqu'à 1 million, donc tu peux dire jusqu'à 23 zéros, tu vois la grandeur de la machinerie biologique par rapport à notre intellect et notre cerveau. Immense. Quand tu commences ton process d'études, est-ce que dès le début, tu dis je vais aller jusqu'au bout, je veux être chercheur, ou est-ce que tu dis maintenant je suis docteur, je peux m'arrêter là, mais je vais continuer? Alors moi, j'ai pas réfléchi comme ça, j'ai réfléchi step by step. J'ai commencé mes études. Quand j'ai commencé mes études, je me suis dit je vais faire quelque chose que j'aime. J'avais le choix aussi, même on m'a poussé, on m'a dit va faire médecine, tout ça. J'aurais pu être accepté en médecine en Israël, mais j'ai pas eu trop l'envie de le faire. J'avais envie de faire quelque chose qui avait un impact un peu plus global, un peu plus créatif, qui était moins en rapport avec les malades, mais plus en rapport avec comment guérir les malades. C'est-à-dire que le médecin, il va être tout le temps avec des gens qui sont malades, et moi, j'avais pas envie d'être avec tout le temps des gens malades. J'avais de me dire que je vais essayer de changer le monde, mais en changeant le monde d'une façon différente, c'est-à-dire en créant la solution pour pouvoir guérir des gens. Et je me suis dit, bon, je vais étudier chimie, biologie. C'est ce que je me suis dit. J'ai étudié 2 licences, une chimie et une en biologie. Et ça s'est bien passé. Je me suis dit, bon, bah alors je vais continuer dans la recherche. J'ai fait mon master. Ça s'est très bien passé. J'ai continué mon doctorat. Ça s'est très bien passé. Et j'ai pris les choses petit à petit. J'ai juste me suis donné à fond à chaque fois que j'ai fait quelque chose. C'est quelque chose qui me caractérise, c'est que chaque fois que je fais quelque chose, j'essaye de me donner à fond à 100%. Pas d'essayer d'éviter l'échec au maximum. Et c'est ça qui m'a fait gravir les échelons petit à petit et arriver où je suis aujourd'hui. Tu m'as dit en préparant l'émission que selon les endroits où on est, si on est Ashkenaz ou Sfarad, ça a une influence sur le corps de la personne et sur une potentielle maladie. Est-ce que tu veux nous raconter ça? Alors, il y a un patrimoine génétique qu'on reçoit. Et à travers les âges, le patrimoine génétique de la population ashkénaze, il s'est vachement mixé avec beaucoup de populations différentes, ce qui a engendré
des facteurs de risque plus élevés dans certaines maladies qui sont étudiées dans le monde entier. Une des maladies qui est très connue, c'est le cancer du sein chez les femmes ashkénazes. Ils ont un patrimoine génétique, des mutations génétiques dans leur ADN qui fait que le cancer du sein chez les femmes ashkénazes, il est de 1 sur 7 femmes, alors que sur la population mondiale, il est de 1 sur 38 ou 39 femmes. Ah ouais. Donc le patrimoine génétique, il influence sur la chance ou la malchance de tomber malade, sur les statistiques de tomber malade. Ça ne veut pas dire que en étant ashkénaze, tu vas être malade, mais tu as des chances. Mais le déplacement des populations depuis... Depuis la première diaspora, en vrai, Ouais. la mixité qu'il y a eu en vrai dans... Ça change les stats ou c'est... Quelqu'un qui non, regarde la vidéo, il se dit attends, je suis ashkénaze ou je suis sfarade, ça va? c'est des statistiques sur des populations. Donc en vrai, ça a été étudié sur des années et des années. Et ils se sont rendus compte que sur cette population, ils ont codé le patrimoine génétique des ashkénazes. Ils se sont rendus compte qu'ils ont cette mutation spéciale sur un gène qui s'appelle BRCA. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont une chance 1 sur 7, pas une chance, c'est-à-dire une statistique de une femme sur 7 d'avoir un cancer du sein. Et donc, ils demandent aux femmes ashkénazes de se faire dépister très régulièrement parce qu'ils ont une chance augmentée d'avoir le risque du cancer du sein. Et comme tu as dit, tout ce qui ferait la différence, c'est le dépistage. Plus c'est repéré tôt. Exactement. Le facteur le plus important dans le cancer, c'est le dépistage. Plus tôt il est diagnostiqué, et plus de chances d'avoir un traitement qui sera efficace. Raphaël, merci beaucoup. C'était super intéressant. C'était très scientifique, mais c'était très simplifié. Ça nous a permis de comprendre plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? On peut me souhaiter de changer le monde. Ça serait bien. Non, mais plus sérieusement, d'être en bonne santé, d'être auprès de mes enfants et de ma femme, et d'essayer de faire chaque jour, d'avoir la force de faire ce que je fais et d'essayer de continuer jusqu'à qu'on trouve des choses qui puissent impacter et changer la vie des gens. Eh ben, on te le souhaite de tout cœur. Merci. Merci beaucoup pour tout. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On vous dit à très bientôt sur TorahBox. Merci.